Sous le volcan Songandi, une masse estimée à 500 millions de carats apparaît, et le Burkina Faso sent sa trajectoire se tordre d'un coup. En quelques jours, la promesse d'investissement pour l'école, la santé et les routes se heurtent aux avertissements sur la malédiction des ressources, plus rapide que les institutions. Pour ceux qui observent le Sahel, la question devient concrète. Que se passe-t-il si Ibrahim Traoré ouvre trop vite ou s'il freine trop longtemps? Dans les deux cas, la même fenêtre peut se refermer avant que l'État n'ait posé les garde-fous nécessaires. Ce récit promet une chose précise: comprendre comment une découverte minière exceptionnelle peut transformer un pays sans le faire basculer. L'enjeu est simple à formuler, mais difficile à tenir. Convertir une richesse soudaine en bénéfice durable pour la population, sans accélérer des fragilités déjà anciennes. Autour de Songandi, l'attente ne porte pas seulement sur des chiffres ou des contrats, mais sur la capacité de l'État à prouver que cette fois, la trajectoire peut être différente. D'un côté, les perspectives sont immenses. Si la manne est bien encadrée, elle peut financer des politiques publiques longtemps différées, renforcer les services essentiels et réduire certaines inégalités territoriales. De l'autre, les précédents régionaux rappellent que l'abondance rapide attire pressions extérieures, rivalités internes et risques de captation par quelques acteurs. Le Sahel a souvent payé le prix d'une ouverture mal préparée. Entre promesses et menaces, la découverte de Sangandi devient un test politique. Elle oblige à hiérarchiser les priorités, à choisir le tempo et à mesurer chaque décision à l'aune de ses effets à long terme, bien au-delà de l'annonce initiale. La première information change immédiatement l'échelle. Les signaux détectés sous Songandi correspondent à un gisement dépassant les 500 millions de carats, un volume inédit pour le Burkina Faso. En quelques heures, cette estimation circule des équipes techniques vers les plus hauts niveaux de l'État, transformant une découverte géologique en enjeu national majeur. Ce basculement rapide explique la tension qui s'installe. Avant même toute annonce publique, les ingénieurs burkinabés, rejoints par des géologues étrangers, confirment que la masse cristalline s'étend sur plusieurs kilomètres. Ce détail technique suffit à déclencher une onde bien plus large. Mémos diplomatiques, demandes de briefings urgents, signaux discrets envoyés par des acteurs internationaux déjà conscients de ce que représente une telle ressource dans un Sahel en recomposition. La découverte ne vit pas en vase clos. Elle s'inscrit immédiatement dans un rapport de force régionale. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré prend une place centrale, non comme un héros spectaculaire, mais comme un point d'ancrage méthodique. Là où une réaction précipitée aurait été attendue, il impose une séquence inverse: création d'une commission nationale, phase d'analyse croisée et suspension de toute négociation directe. Cette décision absorbe une partie de la pression extérieure au moment même où l'opinion intérieure commence à mesurer l'ampleur de l'annonce. Le contexte historique renforce cette prudence. Le Burkina Faso arrive à cette découverte après des décennies de fragilité économique, de crises politiques récurrentes et de tensions sociales latentes. Dans le Sahel, plusieurs précédents montrent que l'abondance brutale peut fragmenter des sociétés déjà éprouvées, attirer des influences difficiles à maîtriser et accélérer des déséquilibres internes. Songandi ne surgit donc pas dans un vide institutionnel, mais dans un paysage déjà contraint. Derrière les chiffres spectaculaires, un constat s'impose progressivement. La découverte agit comme un stress test institutionnel. Elle révèle la capacité ou non de l'État à contenir une pression rapide et multidimensionnelle. En ce sens, Songandi n'est pas seulement une promesse de richesse, mais un révélateur précoce de la trajectoire politique à venir et du rôle qu'Ibrahim Traoré devra jouer pour tenter d'en maîtriser le rythme. Sur le terrain, les effets de la découverte se font sentir bien avant toute extraction. Autour de Songandi, l'État déploie rapidement des équipes administratives chargées d'expliquer les premières mesures de protection et d'éviter une ruée improvisée vers le site. Dans des villages rarement placés au centre des décisions nationales, cette présence officielle surprend. Des habitants évoquent une impression d'attente suspendue, mêlant espoir prudent et inquiétude face à ce qui pourrait suivre. Ce rôle de médiation transforme la perception locale de l'événement. Plutôt que de voir la découverte comme une promesse abstraite ou une menace lointaine, les communautés commencent à l'associer à des règles concrètes: périmètre sécurisé, suspension des activités informelles, messages répétés sur la nécessité d'attendre les décisions nationales. Ces gestes simples ne règlent rien sur le fond, mais ils installent un signal clair. La phase initiale sera encadrée. À l'échelle nationale, la même logique s'applique. Les annonces de transparence, la future publication des contrats
Et l'implication annoncée de la société civile crée un calme relatif dans un contexte où une fracture politique semblait possible. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un décideur solitaire que comme un chef d'orchestre cherchant à ralentir le tempo collectif. Cette posture méthodique contraste avec l'effervescence médiatique et diplomatique qui entoure déjà Songandi. Un micro-événement illustre cet impact précoce. Lors d'une réunion locale, un représentant administratif résume la ligne officielle en une phrase. La richesse n'a de valeur que si elle améliore réellement la vie des habitants. Cette formulation, reprise ensuite dans les discussions de marché et les réunions de quartier, devient un repère. Elle ne garantit aucun résultat, mais elle fixe un critère partagé. Ces premiers effets montrent une chose essentielle. La manière dont une découverte est gérée dès les premiers jours façonne la trajectoire autant que la richesse elle-même. La question reste ouverte, mais le cadre initial est posé. Tout commence au moment précis où la Commission nationale reçoit la confirmation technique. Les signaux enregistrés sous Songandi ne sont pas des interférences, mais l'indice direct d'un gisement massif. La nouvelle circule d'abord dans les cercles scientifiques, puis remonte rapidement vers les autorités politiques. En quelques heures, l'échelle change. Le périmètre autour du volcan est sécurisé, les activités informelles sont suspendues et des équipes mixtes composées d'ingénieurs burkinabés et de spécialistes étrangers sont mobilisées pour comparer les relevés. Le pays entre dans une phase de concentration intense, focalisée sur un seul objectif: comprendre l'ampleur réelle de ce qui vient d'être révélé. Le point de bascule survient lorsque les images satellitaires, partagées avec plusieurs institutions scientifiques, confirment l'exceptionnalité du gisement. Les analyses convergent vers la même conclusion: une formation diamantifère d'un volume comparable à certaines zones dominantes du marché mondial. À cet instant, la découverte cesse d'être un sujet technique pour devenir un événement politique à part entière. Les multinationales minières envoient des offres préliminaires. Des puissances étrangères sollicitent des entretiens confidentiels. Les observateurs régionaux parlent d'un tournant pour le Sahel. Dans les médias internationaux, les analyses se multiplient, oscillant entre promesses d'Eldorado et scénarios d'instabilité annoncés. Au centre de ce tumulte, Ibrahim Traoré adopte une ligne claire. Il refuse toute négociation précipitée et renvoie systématiquement les propositions vers la Commission nationale. Chaque message diplomatique est traité avec distance, chaque offre est soumise à une lecture institutionnelle. Cette posture, perçue par certains comme froide, produit deux effets opposés. À l'intérieur du pays, elle rassure une partie de la population, qui y voit une volonté de préserver la souveraineté nationale. À l'extérieur, elle irrite plusieurs acteurs étrangers, surpris de ne pas obtenir l'accès rapide qu'ils espéraient. Dans les jours qui suivent, un bras de fer discret commence à se dessiner. Certains partenaires accentuent la pression pour accélérer les discussions, d'autres proposent des contrats conditionnels, promettant investissements rapides et transferts technologiques. Quelques entreprises tentent même d'agir en marge des canaux officiels, testant la solidité du dispositif institutionnel. Ces manœuvres restent largement invisibles pour le grand public, mais elles occupent une place centrale dans les échanges internes à l'État. Parallèlement, les répercussions silencieuses se multiplient à l'intérieur du pays. Les débats se cristallisent autour de la future redistribution des revenus. Des voix s'élèvent pour dénoncer le risque de captation par les élites, tandis que d'autres redoutent que les communautés proches du volcan soient marginalisées. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption, les expropriations et l'opacité contractuelle. Dans les provinces du Sahel, la rumeur enfle. Qui profitera réellement de Songandi? Ces interrogations s'invitent dans les marchés, les cafés et les réunions locales, installant une tension diffuse mais persistante. À l'extérieur, les signaux deviennent plus contrastés. Les offres d'investissement se font plus généreuses, mais aussi plus intrusives. Les avertissements sur la pollution, la fragmentation sociale et les risques politiques s'intensifient. Les analystes internationaux projettent déjà des trajectoires divergentes, certains voyant dans Songandi un levier stratégique majeur, d'autres un facteur potentiel d'instabilité si la gouvernance échoue. La chaîne d'événements s'allonge, chaque étape appelant la suivante. À ce stade, une conclusion provisoire s'impose. La découverte de Songandi agit comme un accélérateur politique.
Elle révèle la densité des pressions qui convergent vers le Burkina Faso et teste la capacité des institutions à tenir la ligne fixée. Pour Ibrahim Traoré, la séquence ne se résume plus à une décision économique, mais à la gestion d'un enchaînement rapide où chaque choix peut amplifier ou contenir les répliques à venir. La ligne de base est modeste, puis l'écart devient brutal. Avant Songandi, le Burkina Faso occupait une place marginale dans l'économie diamantifère mondiale. Avec une estimation dépassant 500 millions de carats, il se projette soudain parmi les acteurs potentiels majeurs. Ce passage d'un statut périphérique à une position centrale constitue le premier choc mesurable. Il modifie les attentes budgétaires, les projections de croissance et la manière dont les partenaires extérieurs évaluent désormais le pays. Un deuxième indicateur précise l'ampleur de cette rupture. Les projections financières, issues des premiers modèles comparatifs, évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales en 5 ans si l'exploitation atteint son régime de croisière. Cette extrapolation n'est pas formulée comme une promesse politique, mais comme une simulation technique fondée sur des sites comparables. Elle suggère un afflux de ressources capables de reconfigurer durablement les priorités publiques, en particulier dans des secteurs longtemps sous-financés, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. En même temps, une telle courbe ascendante agit comme un aimant. Elle attire investissement, mais aussi rivalité et pression, interne comme externe. Le troisième chiffre introduit une contrainte lourde. Les premières évaluations environnementales évoquent une réduction possible de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive et mal encadrée. Ce pourcentage ne renvoie pas à une abstraction écologique. Il se traduit concrètement par des pertes de terres cultivables, des tensions sur l'accès à l'eau et une fragilisation des activités pastorales autour du volcan. Dans une région déjà exposée aux aléas climatiques, une telle dégradation pourrait rapidement se transformer en facteur de conflictualité sociale. Pris ensemble, ces trois données structurent tout le débat national. L'abondance potentielle promet un saut économique, la projection financière nourrit des attentes rapides et le risque écologique impose des limites strictes. Chaque chiffre impose son propre rythme aux institutions. Accélérer pour capter les revenus ou ralentir pour sécuriser les garde-fous, la tension naît précisément de cet écart de temporalité. Dans les cercles de décision, ces indicateurs servent de boussole. Ils justifient la prudence affichée par l'État et expliquent le choix de temporiser les négociations. Les documents internes insistent sur un point récurrent. Sans contrôle strict, la valeur créée peut être captée par des multinationales ou par des élites isolées, laissant peu de bénéfices durables à la population. Cette lecture renforce une approche méthodique, mais elle allonge aussi les délais, ce qui alimente impatience et critique. Sur le terrain, ces chiffres prennent une autre dimension. Dans les villages proches de Songandi, ils circulent sous forme de rumeurs, de discussions fragmentées, parfois de peurs amplifiées. Certains habitants y voient la promesse d'une sortie de la pauvreté chronique. D'autres redoutent une répétition de scénarios connus ailleurs, connus meilleurs, où la richesse a creusé les écarts plutôt que de les réduire. Le chiffre environnemental, en particulier, devient un symbole. Il cristallise la crainte que le territoire soit sacrifié au nom d'intérêts lointains. À l'échelle régionale, enfin, ces données redessinent les rapports de force. Elles alimentent la compétition pour accéder aux futurs marchés, légitimant des offres d'investissement assorties de clauses complexes et révèlent la profondeur des rivalités autour du Sahel. Les chiffres ne racontent donc pas seulement un gisement. Ils dessinent la carte des pressions qui convergent vers le pays et expliquent pourquoi chaque décision prise aujourd'hui pèsera bien au-delà du site de Songandi. Deux positions opposées structurent désormais le débat national autour de Songandi, et chacune s'appuie sur des arguments cohérents. La première défend l'accélération immédiate de l'exploitation. Ses partisans estiment que le Burkina Faso fait face à une fenêtre historique rare et fragile. Selon eux, retarder l'ouverture revient à perdre un avantage stratégique dans un environnement régional instable. Ils soulignent que les centaines de millions de carats estimés représentent un levier de développement capable de financer rapidement les infrastructures, de moderniser les services publics et de créer des emplois à grande échelle. Dans cette logique, la lenteur administrative expose le pays au risque de pressions extérieures accrues et à une perte de contrôle progressive sur la dynamique du marché. La seconde position adopte une lecture inverse centrée sur la prudence. Pour ses défenseurs, la vitesse constitue précisément le principal danger.
Il rappelle que de nombreux précédents africains ont suivi le même schéma. Exploitation rapide, afflux de capitaux, puis fragmentation sociale, corruption et dégradation environnementale. Le chiffre avancé d'une possible réduction de 40% de la biodiversité locale agit ici comme un signal d'alarme. Il suggère que les coûts écologiques et sociaux pourraient dépasser les bénéfices si les règles ne sont pas fixées en amont. Dans cette perspective, ralentir n'est pas un refus du développement, mais une condition de sa durabilité. Ces deux thèses ne s'annulent pas. Elles se heurtent. L'accélération promet des gains rapides, mais expose la souveraineté et la cohésion sociale. La prudence réduit les risques systémiques, mais repousse des bénéfices attendus par une population confrontée à la pauvreté structurelle. La tension centrale du débat réside dans cette opposition de temporalité, l'urgence économique contre le temps long institutionnel. La réfutation qui émerge progressivement ne rejette ni l'une ni l'autre. Elle repose sur un constat empirique. Les cas où l'exploitation rapide a produit des bénéfices durables sont ceux où des cadres stricts existaient déjà. A l'inverse, là où la gouvernance a été improvisée, la richesse a amplifié les déséquilibres. Le cœur de la réponse n'est donc pas la vitesse en soi, mais la capacité à encadrer la vitesse. Sans institutions solides, accélérer multiplie les risques. Sans perspective économique claire, ralentir nourrit la frustration. Ainsi, le débat autour de Sangandi ne se résume pas en un choix binaire. Il révèle une exigence plus complexe. Concilier fermeté réglementaire et lisibilité économique. C'est dans cet espace étroit que se joue l'arbitrage réel, loin des slogans, et que se dessine la possibilité d'une trajectoire différente de celles observées ailleurs dans la région. Le basculement ne vient pas d'un contrat signé, ni d'une annonce spectaculaire, mais d'un signal plus discret. Lors des premières consultations nationales, une majorité d'intervenants soutient un contrôle national strict à condition que les bénéfices soient redistribués de manière transparente. Cette tendance n'est pas une déclaration politique officielle. Elle apparaît dans les comptes rendus, les ateliers consultatifs et les échanges avec la société civile. Pourtant, elle modifie profondément l'équation. Jusqu'ici, le débat semblait dominé par les pressions extérieures et les impératifs économiques. Ce soutien populaire relatif déplace le centre de gravité. La ressource elle-même cesse d'être l'argument principal. La légitimité sociale devient un levier stratégique. Dans ce contexte, la posture méthodique d'Ibrahim Traoré gagne une assise nouvelle. Sa volonté de ralentir les négociations, d'impliquer des acteurs multiples et de maintenir la Commission nationale au cœur du processus trouve un écho inattendu parmi les populations concernées. Sur le terrain, cette évolution se traduit par un apaisement relatif. Dans les provinces proches du volcan, l'attente demeure, mais elle est moins marquée par la crainte d'une dépossession immédiate. Les habitants commencent à percevoir que leur position peut influencer le cours des décisions. Cette perception reste fragile, mais elle introduit un élément absent de nombreux précédents régionaux, l'idée que la cohésion interne peut peser autant que la richesse brute. Ce midpoint révèle ainsi une inversion silencieuse. Songandi n'est plus seulement un test économique ou géopolitique, il devient un test de confiance. Et cette confiance, si elle se consolide, pourrait devenir la ressource la plus déterminante dans la suite de la trajectoire. Les effets potentiels de Songandi se déclinent désormais en conséquences tangibles qui dépassent les débats abstraits et touchent quatre sphères distinctes. Chacune impose une contrainte différente à la stratégie suivie par l'État et par Ibrahim Traoré, car chacune transforme la découverte en expérience vécue. Pour les populations, l'enjeu principal réside dans la redistribution. Si la gouvernance reste transparente, les revenus futurs pourraient enfin corriger des décennies de sous-investissement public. Écoles rénovées, centres de santé mieux équipés, routes reliant des zones longtemps enclavées. Ces perspectives alimentent un espoir mesuré. Mais l'envers est tout aussi clair. Si les bénéfices se concentrent dans quelques cercles décisionnels, la frustration pourrait rapidement se muer en colère. Dans le Sahel, plusieurs précédents montrent que la perception d'injustice suffit à fragmenter le tissu social, même avant que les revenus ne soient réellement distribués. Du côté du tissu entrepreneurial, Songandi pourrait agir comme un catalyseur économique. Transport, logistique, construction, ingénierie et services spécialisés pourraient bénéficier d'un effet d'entraînement. Pour les petites et les moyennes entreprises burkinabées, souvent freinées par l'accès limité au capital, cette dynamique représente une ouverture rare. Toutefois, sans régulation ferme, le risque est inverse. Les multinationales
peuvent capter l'essentiel de la valeur ajoutée, marginalisant les acteurs locaux. C'est précisément cette crainte qui motive l'insistance de la Commission nationale sur des clauses de contenu local et de souveraineté économique soutenues par la présidence. La dimension environnementale et communautaire constitue la troisième conséquence majeure. Les projections évoquant une possible réduction de 40% de la biodiversité locale traduisent un impact direct sur les moyens de subsistance. Agriculture et pastoralisme, déjà fragilisés par les chocs climatiques, pourraient subir une pression supplémentaire. Pollution de l'eau, dégradation des sols et déplacement de population sont des scénarios envisagés par les experts si l'exploitation est mal encadrée. Pour Ibrahim Traoré, cette contrainte impose une ligne rouge. Sans normes strictes, le coût social pourrait dépasser les bénéfices économiques. Enfin, l'équilibre géopolitique régional est directement affecté. Un Burkina Faso renforcé par une ressource stratégique de cette ampleur deviendrait un acteur central du Sahel. De nouveaux partenariats émergeraient, mais aussi des tentatives d'influence plus appuyées. A l'inverse, un échec de gouvernance pourrait transformer cette richesse en facteur d'instabilité, avec des répercussions sur les pays voisins. Les services diplomatiques observent déjà une intensification des offres et des pressions, signe que Sangandi dépasse largement le cadre national. À travers ces quatre axes, une conclusion se dessine. La découverte n'impose pas un destin unique, elle multiplie les trajectoires possibles. Et c'est précisément dans la manière de gérer ces conséquences concrètes que se jouera la différence entre un levier de stabilité durable et une fracture supplémentaire. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture permettant d'évaluer les choix en cours et leurs effets possibles. Chacune dépend moins du gisement lui-même que de la manière dont il sera encadré politiquement et socialement. Dans le scénario de base, l'État maintient une ouverture contrôlée. Les premières négociations aboutissent à des partenariats limités, assortis de clauses de transparence et d'audits réguliers. Les investissements arrivent progressivement, sans explosion immédiate des revenus. Cette trajectoire réduit les risques de choc brutal, mais elle exige une capacité administrative élevée pour gérer des contrats complexes et résister aux pressions. Si cette capacité fait défaut, même une approche modérée peut générer des tensions et des retards coûteux. Le scénario optimiste repose sur une discipline institutionnelle forte et une cohésion sociale renforcée. Les normes environnementales sont définies avant toute extraction, les communautés locales participent réellement aux décisions et les partenaires étrangers acceptent des règles strictes. Dans ce cas, les premiers bénéfices deviennent visibles dès les phases initiales. Investissement ciblé dans l'éducation, amélioration des services de santé, infrastructures locales mieux financées. La confiance entre citoyens et institutions se consolide, créant un cercle vertueux. Ce scénario reste toutefois fragile. Une seule dérive majeure peut en fissurer l'équilibre. Le scénario critique apparaît si la gouvernance se durcit sans disposer des capacités techniques nécessaires. Une exploitation trop lente ou entièrement nationale sans appui adapté retarde les revenus attendus. La frustration sociale augmente tandis que les partenaires extérieurs accentuent la pression diplomatique ou réorientent leurs alliances. Dans cette configuration, la richesse potentielle devient un facteur de crispation interne plutôt qu'un levier de stabilité, et les tensions locales risquent de s'aggraver. Ces trois scénarios partagent une leçon commune. Chaque décision doit être évaluée non seulement pour son effet immédiat, mais pour la manière dont elle élargit ou rétrécit les options futures. Sangandi n'impose pas un chemin unique. Il oblige à préserver la capacité de corriger la trajectoire lorsque le contexte change. Au-delà des institutions et des marchés, la découverte de Sangandi touche directement la vie quotidienne des citoyens, et c'est à ce niveau que l'écart entre promesses et réalité sera le plus visible. Trois angles permettent de comprendre comment une décision nationale abstraite se traduit dans l'expérience concrète. Pour les familles, l'enjeu est d'abord celui des services publics. Dans de nombreux foyers, l'espoir repose sur une amélioration tangible de l'école, de la santé et des infrastructures de base. Une richesse nationale mieux encadrée pourrait réduire des dépenses contraintes, raccourcir l'accès aux soins ou sécuriser des trajets quotidiens longtemps négligés. Mais cette attente s'accompagne d'une prudence héritée du passé. Les familles savent que des annonces ambitieuses ne garantissent pas une transformation réelle.
et que l'écart entre budgets nationaux et effets en locaux peut rester important. Les jeunes générations perçoivent Nsongandi comme un possible tournant. Majoritaire démographiquement, elles voient dans cette découverte l'ouverture d'un espace de projection inédit. Formation technique, emplois qualifiés, opportunités entrepreneuriales liées aux services, à la logistique ou à l'ingénierie. Pour beaucoup, la perspective d'un avenir qui ne se limite pas à la migration ou à l'économie informelle représente un changement profond. Toutefois, cet horizon dépend entièrement de la clarté des règles. Sans gouvernance lisible, les promesses d'emploi risquent de rester théoriques. Enfin, la relation entre citoyens et État se trouve directement engagée. Les consultations autour de Songandi ont créé une dynamique nouvelle, où certains habitants ont le sentiment, encore fragile, que leur voix compte dans une décision majeure. Si cette impression se confirme par des actes, elle peut renforcer la confiance civique. À l'inverse, une rupture entre discours et résultats affaiblirait durablement un lien déjà mis à l'épreuve. Ainsi, Songandi agit comme un miroir. Il reflète les attentes individuelles, les espoirs collectifs et les doutes accumulés. La manière dont ces impacts seront ressentis déterminera autant la stabilité future que les choix économiques eux-mêmes. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en fracture nationale suppose une architecture de décision progressive, lisible et mesurable. La méthode défendue jusqu'ici par l'État et portée par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette logique. Avancer par étapes, sans confondre vitesse et précipitation. La première étape consiste à renforcer la Commission nationale. Son rôle doit évoluer d'un cadre consultatif vers une instance dotée d'un réel pouvoir décisionnel. L'intégration d'experts indépendants, de représentants locaux et d'acteurs de la société civile renforcerait sa légitimité et sa capacité à filtrer les pressions extérieures. La deuxième étape impose l'adoption de normes environnementales contraignantes avant toute extraction. Les risques identifiés pour la biodiversité, l'eau et les sols exigent des règles opposables aux entreprises comme à l'État. Sans ce cadre préalable, les coûts sociaux pourraient dépasser les bénéfices économiques. Troisièmement, le pays doit sélectionner ses partenaires sous conditions strictes. Il ne s'agit ni d'une fermeture totale ni d'une ouverture sans garde-fou. Les contrats doivent être publiés, audités régulièrement et assortis d'obligations de transfert de compétences et de contenu local afin de préserver la souveraineté économique. La quatrième étape concerne la redistribution des revenus. Une feuille de route publique doit préciser où iront les ressources. Éducation, santé, infrastructures, programmes locaux. La transparence sur l'usage des fonds est essentielle pour éviter frustration et soupçons. Enfin, la cinquième étape repose sur des consultations régulières. Maintenir un dialogue continu avec les communautés et la société civile permettrait d'ajuster la trajectoire et de consolider la confiance. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle réduit les angles morts. Elle vise un objectif central, faire de Songandi un outil de stabilité plutôt qu'un facteur de division. Au début de cette séquence, un habitant parlait d'une atmosphère suspendue autour de Songandi, comme si le temps s'était brièvement arrêté. Ce motif revient maintenant avec une portée différente. L'attente n'est plus seulement liée à la découverte elle-même, mais à la manière dont elle sera transformée en décision concrète. Le volcan n'est plus un simple point géologique. Il est devenu un repère mental autour duquel s'organisent espoir, crainte et récit collectif. Dans ce moment de suspension, Ibrahim Traoré incarne une forme de constance rare dans la région. Son refus des décisions hâtives, son insistance sur la méthode et son effort pour intégrer des voix multiples redonnent du poids au temps long, souvent sacrifié dans les trajectoires politiques du Sahel. Cette posture ne promet pas un succès immédiat, elle propose autre chose, la possibilité de rester maître du rythme, même sous pression. Ce qui se joue dépasse largement le diamant. Les paroles entendues sur le terrain le résument avec une simplicité désarmante. Si cette richesse ne change pas nos vies, alors elle ne vaut rien. Cette phrase agit comme un rappel constant. Elle ramène le débat à l'essentiel, loin des contrats et des projections. À cet instant, Songandi apparaît moins comme une réponse que comme une épreuve de cohérence, de justice et de crédibilité. Et dans cette attente partagée, le pays retient encore son souffle. La découverte de Songandi ouvre bien plus qu'un chantier minier. Elle ouvre un débat collectif sur la manière dont une nation peut transformer une richesse naturelle en stabilité, en justice et en avenir partagé. Rien n'est écrit d'avance. Les trajectoires décrites dépendent de choix concrets, de compromis assumés et de la capacité à maintenir la transparence dans la durée. Dans ce processus, les rôles ne se limitent pas aux décideurs.
les habitants des régions proches du volcan, les membres de la société civile, les jeunes en quête d'opportunités, les entrepreneurs locaux et même les observateurs extérieurs participent, chacun à leur manière, à façonner l'environnement dans lequel les décisions seront prises. Soutenir le dialogue public, demander des règles claires, suivre l'usage des ressources. Ces gestes n'ont rien de symbolique. Ils contribuent à créer les conditions d'une gouvernance plus solide. Songandi place le Burkina Faso face à un choix historique, mais aussi face à une responsabilité partagée. La question n'est pas seulement de savoir comment exploiter un gisement, mais comment préserver la cohésion et la dignité collective dans un contexte de pression multiple. À vos yeux, quelle orientation devrait primer pour transformer cette découverte en opportunité durable plutôt qu'en fracture à long terme?